Post-universitaire organisé par cette belle et grande association de renommée nationale et bientôt internationale, pourquoi pas, Timcam. Voilà. Timcam, si vous l'entendez, c'est Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar, assistance médicale. On est vraiment désolé du retard accusé, donc on va entrer dans le but du sujet qui nous réunit ici sans tarder. J'aimerais appeler ici un homme courageux, un homme ambitieux, un homme social et sociable, un homme vraiment que je respecte pour sa dignité, un homme sincère, un homme généreux, notre président, M. Souleymane Cissé. On est aussi vraiment content de recevoir une personne disponible, une personne avec des qualités humaines incommensurables, une personne qui ne menace aucun effort pour venir en aide les associations qui œuvrent dans le social, le professeur Mame Diarra Ndiaye. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. J'aimerais aussi vous présenter un laboratoire qui a des produits exceptionnels, un laboratoire aussi qui collabore beaucoup avec Timcam et la collaboration va continuer avec le temps. Le laboratoire Microlabs. Veuillez les applaudir. Donc, on est vraiment content encore de vous revoir et je vais laisser la parole à ma collègue Sokhna-Loum, voilà, la vice-présidente de Timcam, pour vous présenter les membres du bureau. Merci. À tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir répondu à notre appel. Vraiment, ça fait toujours un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Pour la secrétariat générale, nous avons Lamine Diallo, qui est le secrétaire général de Timcam, et Mamadou Sarr, son adjoint. Au niveau de la commission pédagogique, nous avons Birane Dieye, président de la commission pédagogique, et Mohamed Lamine Badji, son adjoint aussi. Pour la commission sociale, nous avons Aram Ndoye, c'est la présidente de la commission sociale, Adama Keita, son adjointe. Pour la commission finance, nous avons Assietou Tall, la présidente, et Mame Diarra Bousso Fall, son adjointe. Pour la commission des relations extérieures, nous avons Ibrahima Ba, le président, Khadija Wade, l'adjointe. La commission féminine, nous avons Aminata Sy, présidente, Tunkarou Sow, adjointe. Commission organisation, nous avons Ahmed Tidiane Bari, président, Siré Sow, adjoint. Pour la commission sport, loisirs et environnement, nous avons Mohamed Moustapha Ka, président, Mohamed Moustapha Kébé, adjoint. Pour la commission presse et information, nous avons Lamine Badji, président, Demba Ardo Agne, adjoint. Commissaire au compte, Ahmed Diouf et Hassan Diouf. Voilà. En fait, à un moment, on a fait un élargissement du bureau. Par contre, on a ajouté Fatima Ali, adjointe commission pédagogique, Mamate Meng, adjointe presse info, Ndeye Aram Loum, adjointe finance, Sidiki Njim, adjoint commission pédagogique, Mam Bara Sen, adjoint finance, Sedina Alioune Diobate, adjoint commission pédagogique, Sophie Ba, adjointe commission féminine, Anta Ndiaye, adjointe commission féminine, Ndeye Awa Ndiaye, adjointe commission organisation. Voilà, c'était tout. Voilà ce bureau. C'est de vraiment des gens qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de Timcam. Merci beaucoup. Pour le chronogramme, la mise en place s'est faite de 14h à 14h15. On va donner le président vous dire son mot de bienvenue. La présentation du bureau de Timcam, le thème de 15h20 à 16h20. Des questions-réponses de 16h20 à 16h55. L'intervention du président des associations qu'on a invitées. Après, on va faire les trucs des CRR, la collation, et avant de terminer cette belle journée. Merci. Donc, je vais laisser à notre président, un président vraiment courageux, vous dire ses mots de bienvenue. Du laboratoire Microlabs. Monsieur le président de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal, Dr Hassan Diouf. Monsieur le président de l'association Petite Main Grand Cœur, Dr Aaron Diallo.
Monsieur le Président de l'association Pikine Assistance Médicale, Dr Moustapha Niang, Monsieur le Président de l'association médicale de Anne Berler, Dr Mohamed Diop, Monsieur et Madame les représentants de l'association Mbao Assistance Médicale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et titres respectifs, chers camarades étudiants, bonsoir. Je voudrais particulièrement vous exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à l'occasion de cette rencontre du savoir portant sur le thème « Les infections génitales ». En effet, notre association, TIMCAM, a toujours été très soucieuse pour la formation continue de ses membres afin de les capaciter davantage dans l'exercice de la médecine. C'est dans ce contexte que nous avons jugé nécessaire d'organiser cet enseignement post-universitaire portant sur les infections génitales, non seulement pour leur fréquence dans notre contexte, mais aussi ces infections peuvent avoir des retentissements multiples sur les victimes, d'où l'importance de bien les connaître afin de pouvoir les prévenir et les traiter éventuellement avec efficacité. Donc je m'en vais vous demander d'être très attentif à l'enseignement que va nous offrir notre maître et professeur Mame Diarra Ndiaye afin d'en saisir l'essence. Donc je vais vous souhaiter une belle réussite des programmes. Merci beaucoup. Sur la fréquence des infections génitales et surtout aussi l'importance de les bien prendre en charge. Donc je pense sans plus tarder, nous allons donner le professeur Mame Diarra Ndiaye, notre éminente professeure agrégée en gynéco, voilà, pour la présentation sur ces infections génitales basses. Pour m'excuser par rapport à ce retard qui est lié peut-être à l'utilisation de certaines technologies qui ne sont pas assez adaptées à d'autres. Je suis heureuse d'être parmi vous. C'est vrai que je viens d'apprendre l'existence de cette association. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter ceux qui en ont eu l'initiative, pour féliciter le président, les membres du bureau et remercier le président, les membres du bureau, mais vous remercier vous tous qui êtes là aujourd'hui à écouter ce que je vais dire sur les infections génitales basses. C'est d'autant plus une belle initiative qu'aujourd'hui on va parler des infections génitales. On m'avait dit infections génitales, j'ai choisi de parler des infections génitales basses parce que j'étais à 61 diapositives rien que pour les basses. Et donc, il a fallu faire un choix pour ne pas vous endormir pendant longtemps et peut-être une autre fois, on parlera des infections génitales hautes, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les infections génitales hautes, sauf que ce sont certaines infections génitales basses qui passent en haute et quand ils passent en haute, ils entraînent surtout des séquelles. Voilà pourquoi le choix de parler des infections génitales basses et de l'approfondir. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans une zone où on parle de banlieue, on parle d'une forte agglomération et on parle surtout de pratiques sociales que vous pourrez peut-être changer, modifier si vous savez qu'est-ce qui entraîne ces infections génitales basses, comment les traiter, mais surtout ce qui est important, comment les prévenir. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vous préviens, c'est 68 diapositives. Tenez bon, mettez votre ceinture et puis on va voyager. Alors, les infections génitales basses, de quoi est-ce qu'on parle? On parle là d'une infection qui atteint la vulve, qui atteint le vagin, mais également qui va atteindre le col de l'utérus. Alors, ces infections vont entraîner en général, pas tout le temps, mais en général, des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner un certain inconfort chez les femmes. Donc, on va parler de vulvovaginite ou cervicovulvovaginite selon le germe. Les germes qui entraînent une cervicovulvovaginite vont entraîner, si non traiter, une infection génitale haute. Il y a des germes qui vont toujours rester en vulvovaginite, qui ne vont jamais entraîner de cervicovulvovaginite. Et donc la technique de prélèvement devra être différente quand on recherche, par exemple, chlamydia, que l'on doit rechercher en endocervical, plutôt que quand on fait un prélèvement pour une vaginose bactérienne où on reste juste au niveau du cul-de-sac postérieur. Donc ça, c'est à savoir. À partir de ces infections génitales basses,
Il y a une infection qu'on met souvent dedans, ce qu'on appelle Gardnerella vaginalis. Au fait, c'est une vaginose bactérienne. On ne sait pas trop où classer ça parce que ce n'est pas tout à fait une infection comme on le dit, parce que les germes que l'on retrouve ne sont pas des germes pathogènes, ce sont des germes commensaux de la flore vaginale, mais par contre qui ne devraient pas exister à une certaine quantité. Donc si sa quantité augmente au dépend de ce qu'on appelle la flore de Doderland qu'on verra tout à l'heure, on aura une certaine symptomatologie et un certain gène chez la femme. Donc c'est plutôt une dysbiose qu'une infection génitale basse, mais on va voir tout cela dans les détails. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une infection génitale basse, elle est soit sexuellement transmissible, soit non sexuellement transmissible. Quand elle est sexuellement transmissible, il est important de traiter très important de traiter les coépouses et ceci, c'est une spécificité de notre contexte social. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une infection génitale basse, certaines resteront toujours en infection génitale basse. Une candidose, vous ne la verrez pas entre salpingite. Par contre, il y en a qui vont évoluer vers ce qu'on appelle une infection génitale haute et on verra quelles sont les conséquences quand ça va évoluer une infection génitale haute, notamment chlamydia qui est très peu symptomatique et donc vous voyez la gravité, c'est très peu symptomatique mais ça monte et ça entraîne des pelvipéritonites et des conséquences ultérieures sur les douleurs pelviennes que peuvent ressentir les femmes mais également sur l'infertilité. Alors, c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on estime que 12 millions de personnes aux États-Unis sont atteintes d'infections génitales basses par année. Donc, c'est très fréquent. Une plus grande susceptibilité, on le sait, chez les femmes qui sont VIH+. 340 millions de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles dépistés entre 15 et 49 ans chez les femmes et avec un lourd fardeau. Ce lourd fardeau, c'est les infections génitales hautes. Au cours de la grossesse, c'est la prématurité, d'où l'importance de dépister ces infections au cours de la grossesse. L'hypotrophie, l'infection néonatale, on y reviendra tout à l'heure. L'infertilité, la grossesse extra-utérine, mais également les algies pelviennes chroniques. Donc, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2013, chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible et chaque année, 500 millions de personnes contractent une des 4 IST que sont chlamydia, gonococcus, syphilis et trichomonas vaginalis. Et vous verrez pourquoi on a insisté sur certains germes plutôt que sur d'autres germes. Et donc, cette répartition qui est assez connue, très souvent, malheureusement, quand on parle d'infection, c'est en Afrique. Et ces taux en Afrique sont souvent beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Et la tendance doit être renversée. Je suis convaincue qu'il n'y a pas plus d'IST en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais beaucoup de recherches se font en Afrique et on a beaucoup plus de données en Afrique sur ces infections génitales. Deuxièmement, très souvent, quand c'est peu symptomatique, les gens ne consultent pas. Et quand les gens ne consultent pas, ça entraîne la propagation de l'infection et ça entraîne également la persistance de cette infection-là. Peut-être raison pour laquelle on est toujours dans le rouge quand on parle d'infection. C'est important d'en parler, on l'a dit tout à l'heure, du fait de la à aller coloniser le col. On va parler de vulvovaginite. Et quand ils colonisent le col, eh ben, ils vont passer à travers l'utérus, ils vont passer à travers les trompes, le pelvis et entraîner une infection génitale haute. Et cette infection génitale haute, traitement jusqu'à la chirurgie quand on a un piosalpinx, mais surtout que ça entraîne des séquelles. Ces séquelles sont l'atteinte des trompes et donc l'atteinte sur la fertilité, un degré de fertilité qui sera amoindri pour ces femmes qui présentent ces infections génitales hautes, mais également des douleurs pelviennes chroniques. Même s'il n'y a plus l'infection en cours, c'est des femmes vont toujours continuer à avoir des douleurs pelviennes chroniques si elles n'ont pas eu à traiter
leur infection génitale basse. Alors, pour comprendre un peu la physiologie, la pathologie de l'infection génitale basse, il faut savoir que le vagin, au niveau du vagin, on a des germes. Vous aurez à sensibiliser. Très important. Les femmes par rapport au milieu vaginal. Le milieu vaginal doit rester intègre. Pourquoi? Flore de Doderlein, qui est constituée de lactobacilles. On va voir quelle est l'importance de cette flore de Doderlein-là, qui a été décrite, oui, par Doderlein, composée de 95% cette flore. Alors, les lactobacilles, ils vont utiliser les œstrogènes. Que les œstrogènes sont sécrétés au cours de la première phase et au cours de la deuxième phase du cycle. Et donc, quand ces œstrogènes sont sécrétés par les cellules au niveau du vagin et au niveau du col, les lactobacilles vont utiliser ces œstrogènes qui sont sécrétés pour fabriquer du glycogène et puis de l'acide lactique. Et la fabrication de cet acide lactique va entraîner un pH assez acide au niveau du vagin. Ce pH acide, il tourne autour de 3,8, 4,5. Il faut savoir que les antiseptiques locaux, ce que les femmes en général utilisent pour se dire nettoyer le vagin, ont leur pH. Et quand on élève le pH du vagin, on s'expose à certains germes, on va le voir tout à l'heure. Quand on abaisse le pH du vagin, on s'expose à d'autres types de germes. Donc le nettoyage du vagin, il est contre-intuitif, mais ce n'est pas des savons parce que ça va détruire les lactobacilles. Ce n'est pas les antiseptiques que l'on vend au niveau des pharmacies parce que ça va soit abaisser le pH, soit augmenter le pH. Et pour chacun de ces gestes-là, vous aurez un type d'infection. Donc, c'est un nettoyage avec juste de l'eau. Évitez l'abus d'antibiotiques parce que les antibiotiques vont entraîner vont être létales pour les lactobacilles et donc vont exposer la femme à des infections génitales basses. Et donc, c'est important d'expliquer cela aux femmes parce que les femmes pensent que quand elles ont des infections, il faut acheter des antiseptiques. Chaque type d'infection doit être accompagné parfois, pas toujours, à l'utilisation d'antiseptiques. Quand on a une infection qui va baisser le pH, on prescrit un antiseptique qui élève le pH. Quand on a une infection qui élève le pH du vagin, on va prescrire un antiseptique plutôt acide qui va baisser le pH pour se retrouver au niveau du pH vaginal entre 3,8 et 4,5 pour pouvoir être pour que la femme puisse lutter contre les infections. Et ça, c'est très important à expliquer aux femmes. Ça, je pense que s'il y a un take-home message, c'est ça, parce qu'on sait, avec les abus de petits moyens de la femme sénégalaise, on s'expose très, très souvent aux infections. Alors, qu'est-ce qui va agir sur cette flore? Beaucoup de choses. L'âge. On parlait d'œstrogène. Les jeunes filles qui n'ont pas encore d'œstrogène donc vont avoir tendance à faire certains types d'infections. On le verra tout à l'heure, notamment Candida albicans. Les femmes ménopausées également n'ont plus d'œstrogène et donc vont avoir tendance à faire ces infections-là. Le statut hormonal, les femmes qui ont déjà accouché avec une perturbation du statut hormonal ou bien la prise de pilules, d'où l'importance de faire une bonne interrogation qui va nous permettre de réadapter une contraception. Si on sent que cette contraception a déséquilibré la flore, on réadapte les doses d'œstrogène, on les diminue pour que la femme ne fasse plus de récidive. L'hygiène, c'est contre-intuitif, mais le vagin se lave tout seul.
Et donc, avoir tendance à utiliser tout le temps des antiseptiques pour le mettre dans le vagin après chaque règle, non, c'est pas bien parce que ça va entraîner des infections, ça va déséquilibrer la flore et ça va fragiliser l'immunité de la femme. L'abus d'antibiotiques, on le verra tout à l'heure, comment faire quand on prescrit une antibiothérapie pour éviter que cette femme fasse certaines infections. Alors, il est facile de reconnaître une infection génitale basse. Pourquoi? Parce que c'est des leucorrhées. En général, c'est la même symptomatologie. La femme, elle vient, elle vous dit « j'ai des pertes blanches ». J'ai des pertes blanches. C'est vrai que toute perte blanche n'est pas synonyme d'infection génitale basse. La femme sécrète normalement et quand elle sécrète au cours du cycle, il y a des périodes, notamment vers le 8e jour ou bien juste après l'ovulation, où il y a une desquamation, c'est normal, et il y a des pertes. Mais ces pertes ont des caractéristiques, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas plus d'une semaine, c'est pas très abondant, c'est pas aussi liquide et aussi abondant que quand il y a une infection. Et donc, le problème, c'est surtout de reconnaître le germe et de pouvoir prendre en charge spécifiquement le germe. Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout au long de cet enseignement post-universitaire. Alors, les leucorrhées, vous m'excuserez, hein, c'est ce que je disais, l'inadaptation entre les deux systèmes vont faire que vous aurez un peu les diapositives un peu dérangées. Mais bon, l'essentiel, c'est de comprendre. Alors, les leucorrhées, il faudra les caractériser. Est-ce qu'il s'agit de leucorrhées blanchâtres de couleur? Est-ce que c'est verdâtre? Est-ce que c'est des leucorrhées jaunâtres? Est-ce que c'est un peu purulent? Est-ce que c'est spumeux? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de l'air à l'intérieur. Ça mousse. Est-ce que c'est associé à d'autres signes tels qu'un prurite? Est-ce que c'est associé à une brûlure de la vulve? Quand on urine, ça fait très mal. On sent on a une certaine sensation de brûlure au niveau vulvaire. Est-ce qu'il y a des troubles urinaires ou bien est-ce qu'il y a des ulcérations au niveau vaginal? Donc tout cela, c'est ce qu'il faut rechercher. Et il faut faire un examen soigneux. Un examen soigneux de la patiente parce que c'est une des pathologies que l'on peut traiter parfois sans demander un examen de prélèvement vaginal. Rien qu'au type, on peut se dire voilà, on est devant tel germe et donc je vais administrer tel traitement. Donc un examen avec un interrogatoire minutieux. L'interrogatoire est d'autant plus important que ça vous permet d'identifier vous les facteurs de risque, le comportement. Est-ce que vous avez eu à prendre des antibiotiques? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des antibiotiques? Est-ce que vous avez l'habitude, après chaque règle, de nettoyer l'intérieur du vagin avec des antiseptiques? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des produits sucrés, de la menthe dans le vagin au cours des rapports sexuels? C'est très important parce que ça vous permet de donner des conseils pour éviter les récidives. Et on sait que particulièrement ces dernières 10 ans, ces dernières années, ce phénomène est en recrudescence. Et je pense que si vous faites cette communication au niveau de la banlieue, ce sera très important d'en parler parce que c'est presque devenu systématique. C'est des femmes qui sont dans de petites associations où ça parle, ça fait passer des messages et ces messages-là sont très dangereux pour elles-mêmes. Et donc, ce sera très important, vous, d'apporter ce message et de communiquer avec ces femmes-là pour qu'elles sachent comment prendre soin d'elles-mêmes. Il faut un examen minutieux avec un examen au spéculum pour voir s'il y a une cervicite, pour mieux caractériser les leucorrhées. Et l'examen complémentaire devra être également demandé, c'est surtout le prélèvement vaginal. Alors, quand on demande un prélèvement vaginal, vous faites sur votre ordonnancier prélèvement vaginal, ils vont vous rechercher les germes banals. Vous demandez prélèvement vaginal plus recherche de chlamydia
et mycoplasme. Parce que ce sont des germes spécifiques, si vous ne précisez pas ça, ils ne vont pas vous donner la réponse parce qu'ils ne vont pas chercher ces germes spécifiques. Parce que je vous le disais tout à l'heure, chlamydia va se rechercher à l'intérieur du col. Et donc, si vous faites demander prélèvement vaginal avec recherche de chlam et myco, ils vont faire 2 prélèvements, un au niveau du cul-de-sac vaginal et un en endo-cervical. Alors, très souvent, vous pouvez avoir un œdème, une rougeur au niveau vulvaire, des lésions de grattage. Ça va vous orienter vers une certaine pathologie, on va le voir tout à l'heure. Des écoulements, il faudra rechercher les corées, les caractères ou pas. Demander un prélèvement vaginal. Ce prélèvement vaginal va se faire selon le germe demandé au niveau de l'exocole, de l'endocole ou bien au niveau du cul-de-sac postérieur du vagin. Et donc, les recherches spécifiques, c'est mycoplasme et chlamydia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand ils vont vous rendre le résultat du prélèvement vaginal, ils vont toujours commencer par vous dire, voilà, la flore vaginale est de type 1, 2, 3, 4. Sachez que la flore de type 1, c'est la flore la mieux équilibrée, c'est ce qui est normal. Et la flore de type 4, c'est une flore qui est catastrophiquement déséquilibrée. Si vous ne restaurez pas l'équilibre de cette flore-là, vous ne pourrez pas avoir gain de cause. C'est-à-dire que vous allez donner votre antibiothérapie, elle va prendre, elle va revenir pour une récidive. Et donc, c'est très important, avant de lire le germe, de regarder le type de flore que cette patiente elle présente. Et donc, dans ces infections, on a les bactéries, on a les virus, on a les parasites. On va passer en revue les plus fréquents, une à une. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pouvais pas faire cette présentation sans vous parler de l'approche syndromique de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, l'Organisation mondiale de la santé se dit qu'on ne peut pas avoir le prélèvement vaginal dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des leucorrhées? Voilà, ils ont fait un organigramme devant un écoulement vaginal, demander les questions à poser et donner un traitement sans passer par le prélèvement vaginal. Et le traitement va viser gonocoque, va viser également chlamydia trachomatis et va viser également Neisseria gonorrhoeae. Donc, il demande à ce qu'on donne un ensemble d'antibiotiques pour traiter une infection génitale lorsque c'est avéré, sans passer par le laboratoire, en se disant que parfois le coût il est excessif et parfois on n'a pas accès au laboratoire pour pouvoir diagnostiquer l'infection. Peut-être vous allez comprendre de la façon dont je parle que je suis archi pas d'accord, parce que je ne peux pas vous dire qu'il faut éviter l'abus d'antibiotiques et vous dire que quand vous avez un écoulement, vous donnez 3 antibiotiques. Donc, il faut identifier le germe et traiter ce germe-là. C'est vrai que les soins ont un coût, mais je pense que le prélèvement vaginal est assez accessible maintenant. Deuxièmement, vous pouvez à votre examen reconnaître le germe. C'est-à-dire, on va passer en revue les signes cliniques. Si vous êtes vraiment coincé, parce que l'idéal c'est de faire un prélèvement vaginal. Vous pouvez avoir une infection à chlamydia associée à une infection à candida. Quand vous avez ces 2 associés, ce qui va ressortir de votre examen clinique, parce que c'est ce qui est beaucoup plus symptomatique, c'est l'infection à candida. Donc, si vous reposez que sur l'examen clinique, vous allez traiter candida. Pourtant, c'est chlam qui va passer en infection génitale haute. Donc, dès lors que vous avez un laboratoire, demandez un prélèvement vaginal et soyez complet. Quand vous n'avez pas de laboratoire, fiez-vous à votre clinique pour pouvoir donner un traitement. Je pense que c'est moins délétère que de donner 3 antibiotiques à une femme. Et c'est pour ça que il faut vraiment, quand vous prescrivez les antibiotiques, regarder et voir réellement qu'est-ce que vous prescrivez. C'est-à-dire, quel est le germe que j'ai? Qu'est-ce que je vise? Donc ça, c'est le take-home message pour vous. Pour vos populations, ce sera les habitudes, les comportements.
pour vous, ce sera le traitement spécifique de l'infection. Le plus fréquent, Candida albicans. C'est très fréquent, lié au fait qu'il y a des variations hormonales chez la femme, lié au fait qu'on prend souvent des antibiotiques, lié au fait qu'il y a certaines habitudes qu'il faudrait, on va passer en revue ces habitudes-là, qu'il faudrait vraiment éradiquer. Parmi ces habitudes, c'est la pudeur, avant que j'oublie, la pudeur qui fait que les sous-vêtements sont cachés, quand c'est lavé, c'est laissé dans les toilettes, dans un milieu humide, et après c'est porté. Et quand c'est porté, il y a les champignons. Et donc on s'infecte et on se récidive. L'eau de Javel ne va pas éradiquer les champignons. Et donc, c'est le soleil qui va éradiquer les champignons. Il faut mettre au soleil. Sinon, si elle ne veut pas mettre au soleil, après, repasser les sous-vêtements. Donc, comment se manifeste Candida albicans? Candida albicans se manifeste par des leucorrhées caillebottées. Alors, chaque fois que vous faites votre examen, vous avez l'impression d'avoir des grumeaux de lait dans le vagin ou dans les sous-vêtements. Ça, il y a Candida albicans à coup sûr. Ça, vous pouvez fermer les yeux et traiter Candida albicans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'associé qui est moins symptomatique? Ça, vous ne pourrez pas en juger. Mais vous avez des leucorrhées qui ressemblent à des caillots de lait. Fermez les yeux, vous êtes devant Candida albicans. C'est d'autant plus spécifique que c'est une infection pour laquelle la femme, elle va venir. Elle viendra parce qu'elle ne peut plus supporter l'inconfort. L'inconfort, c'est quoi? Elle ressent un prurite. Elle est dans une assemblée, elle a envie vraiment de se gratter. Et ce prurite-là, il est très fort, ça peut aller jusqu'au saignement. Quand vous faites votre examen, vous voyez des stries d'ongles, vous sentez que cette dame-là, elle s'est grattée. Et c'est très, très difficile de rester avec une infection à Candida albicans. Le prurite, il est vulvaire, le prurite, il est intravaginal. Et quand elle va pisser, ben, elle crie parce qu'elle a très mal. Différent de la douleur liée à l'infection urinaire, là, c'est les gouttes d'urine sur la vulve qui vont entraîner une certaine irritation et elle a mal. Donc, quand elle vous dit ça, vous fermez les yeux, vous êtes devant Candida albicans. Il y a d'autres localisations, on le sait, hein, vous le maîtrisez que moi, ces localisations, parce que c'est surtout retrouvé chez les femmes, chez les personnes vivant avec le VIH, la langue, bien les bébés, la langue, la bouche, etc. Et parfois, on a des signes chez le partenaire. Une infection sexuellement transmissible, quand on traite que la femme. Par contre, il faut recommander des rapports sexuels protégés pendant 7 jours. Mais on ne traite que la femme, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, à moins qu'elle vous dise que oui, mon mari se gratte. Sinon, on ne traite que la femme. Donc, quand on fait l'examen microscopique sur milieu de Saboureau, on va se retrouver devant des filaments mycéliens que l'on voit ici sur cette image. Et comment traiter? Soit on donne des ovules imidazolés pendant 6 jours. Et en général, ces ovules imidazolés sont conditionnés en boîte de 3. Et donc, il faut vraiment préciser qu'il faut 2 boîtes. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un traitement de 3 jours, vous éradiquez le champignon. Mais les petits filaments vont naître plus tard. Donc, il faut couvrir 6 jours de traitement. Si vous couvrez 3 jours, elle guérira pour quelques semaines et elle va revenir. Donc, c'est les ovules imidazolés ou bien vous utilisez la fluconazole à raison de 150 mg, une seule prise. Donc, c'est une seule prise, c'est un traitement qui est facile à prendre et vous ajoutez de la crème imidazolée, 1 à 2 applications par jour pour le confort au niveau de la vulve. Alors, il faut savoir gérer les récidives. Les récidives, quand est-ce qu'on parle de récidives? Quand la femme, elle vous rapporte que vraiment, elle en a fréquemment. Sur l'année, elle peut avoir jusqu'à 4 épisodes pareils. Donc là, il faudra déjà traiter son infection en cours par les imidazolés en ovule ou bien du fluconazole en comprimé. Mais il faut également donner de la fluconazole pendant 6 mois à raison d'un comprimé par mois. Et vous ne vous limitez pas à ça, il faut identifier les facteurs de risque. Pourquoi? Elle en présente très souvent. Quand c'est les jeunes filles,
C'est normal parce qu'il y a souvent l'absence d'œstrogène, elles ne sont pas encore pubères. Mais vous savez, les jeunes filles de 4 ans, etc., elles sont à un âge où elles jouent, c'est le stade phallique, elles jouent avec le sexe, même avec leurs amis, parce qu'elles doivent découvrir, et c'est tout à fait normal. Et donc, il faut toujours examiner pour voir si elle n'a pas mis quelque chose, des perles, etc., ou bien des feuilles à l'intérieur du petit vagin, parce que c'est tout à fait normal, c'est de son âge. Et les facteurs de risque, on va y revenir tout à l'heure, hein. Au cours de la grossesse, on peut donner de la nystatine toujours par voie orale, hein, donc des ovules. Une contraception hormonale, quand il faut diminuer les doses. Vous savez qu'il y a plusieurs doses. Très souvent, ici, les doses de stradiol qu'on administre, c'est des doses de 30 microgrammes. Il faut regarder. Quand on prend, par exemple, la boîte de Stidyril, je pense que c'est 50 microgrammes, c'est très fortement dosé. Donc, il faut opter pour les pilules les moins dosées, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Pour les complications, les effets secondaires de certaines pilules, les migraines, etc. Il faut opter pour les pilules qui sont les moins dosées. Et les pilules qui sont les moins dosées actuellement, ce sont les pilules qui contiennent 20 microgrammes d'éthényl-estradiol. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas le nom, précisez 20 microgrammes d'éthényl-estradiol, mais il y en a qui sont dosés à 20 microgrammes. Donc, une femme qui fait des récidives, elle est sous pilule œstroprogestative. La pilule œstroprogestative lui convient. Si vous étiez à 35 microgrammes, diminuez pour aller à 20 microgrammes. Et donc, quelques pilules hein, pour passer l'Optilova 20. Le 20, c'est 20 microgrammes. Le Lélogé, le Lélo 20 mg également, c'est des œstroprogestatifs avec une faible dose d'éthényl-estradiol. Un grand fléau, la dépigmentation. Si elle veut arrêter les récidives, il faudrait qu'elle sache qu'il faut qu'elle arrête la corticothérapie. Je ne sais même pas si on doit l'appeler corticothérapie. Alors, concernant le pH, la candidose vaginale va abaisser le pH. Donc, vous aurez intérêt à mettre des solutions qui vont élever le pH, tels que l'hydralin, le saforel, pour pouvoir aider avec un nettoyage, pour pouvoir aider la femme à faire remonter son pH. Parce que la candidose va abaisser le pH, et tant que le pH restera bas, il sera dans un bon univers pour pouvoir se développer. Donc, vous allez avoir tendance à élever le pH pour pouvoir avoir une efficacité assez rapide de votre traitement. Et il est très important, il faut que je vous en parle, d'utiliser ce qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? Ce sont des gélules ou des crèmes qui contiennent des lactobacilles, donc qui sont administrées par voie locale au niveau vaginal. Ça n'existe pas encore ici. Si les femmes peuvent avoir des personnes qui peuvent le commander, se l'acheminer, quand vous avez une flore de type 4, c'est ce qu'il faut mettre, les probiotiques. C'est très important, et donc, que ce soit pour la candidose vaginale ou pour la vaginose bactérienne. Même si ça n'existe pas ici, il faut que vous le sachiez. Peut-être que ça existera un jour, ou bien la femme peut avoir les moyens d'en faire venir et de les utiliser. C'est très important. Alors, il faut dépister les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, il y en a beaucoup. Il faut qu'elle évite les endroits chauds et humides, donc éviter les piscines, préférer les bains aux douches. Une femme qui prend souvent des bains, qui préfère prendre des bains que prendre des douches, sera exposée à une vulvovaginite liée à Candida albicans. C'est vrai, ça fait du bien au niveau corporel quand on est fatigué, mais au niveau vaginal, ça entraîne des dégâts. Donc, le lavage des sous-vêtements à des températures assez élevées, sinon de les repasser, de ne pas les laisser dans des endroits humides. Le choix même de ces sous-vêtements, il faut qu'elle évite les sous-vêtements de type synthétique, il faudrait éviter les déodorants, les sprays à ce niveau-là. C'est vraiment pas recommandé. Et il faut qu'elle évite de porter des vêtements serrés.
éviter l'abus d'antibiotiques. Les antibiotiques sont prises de façon largamanue, donc il faut qu'elle évite de prendre de façon largamanue des antibiotiques. Et vous, quand vous administrez une antibiothérapie sur 7 jours, pensez, si c'est une femme, à mettre un comprimé de fluconazole. Donc les pilules, baisser la dose d'éthényl-estradiol. Si c'est un diabète, il faut savoir équilibrer le diabète et donner également des probiotiques, on en a parlé. Et surtout agir sur ce phénomène social du jonge à la sénégalaise avec des mixtures qui sont utilisées de nature multiple et qui sont introduites dans le vagin et qui vont entraîner des importants au niveau vaginal, et on compte sur vous pour une large communication dans ce sens-là. Deuxième infection, c'est un parasite, c'est Trichomonas vaginalis, qui entraîne des leucorrhées en prurite vulvaire, mais ce sont des leucorrhées qui sont verdâtres, qui sont un peu plus liquides, beaucoup plus liquides d'ailleurs, et c'est spumeux, donc vous voyez ces bulles d'air à l'intérieur, ça mousse. Quand vous avez ça, avec une odeur de plâtre frais, fermez les yeux, vous êtes devant Trichomonas vaginalis, qui est un parasite que vous pourrez retrouver à l'examen du prélèvement vaginal, et il faudrait traiter en donnant de la métronidazole ou de la tinidazole. Plus simple et plus recommandé maintenant, c'est un traitement en dose unique de secnidazole et il faudra donner en ce moment 2 grammes en prise unique. Des exemples, si vous donnez du Flagentil, c'est des boîtes de 500 mg, c'est 4 comprimés en prise unique. Il faut savoir que c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Son traitement implique le traitement du partenaire, et des partenaires, obligatoirement, sinon vous serez devant une récidive et une protection des rapports sexuels pendant une semaine, la durée du traitement. Dans ce cas, il faut acidifier le milieu, donc donner des antiseptiques qui vont baisser le pH, parce que lui, il va élever le pH. Et donc, vous voyez, c'est un gymnastique. Des leucorrhées, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Donc, il faut acidifier le milieu pour la prévenir et pour avoir un traitement beaucoup plus efficace. Rapport sexuel protégé et le traitement concomitant. Sinon, vous serez devant un échec donc et des partenaires. Troisième infection, chlamydia trachomatis. Lui, c'est un danger. Chlamydia trachomatis, c'est un danger. Pourquoi? Parce que les pertes ressemblent à des pertes normales de la femme normale. Sauf que les pertes de la femme normale ne sont pas continues durant tout le cycle. Alors que les pertes de chlamydia trachomatis sont continues durant tout le cycle. C'est ça qui vous permettra cliniquement de faire la différence. Donc, quand vous allez demander un prélèvement vaginal, ils vont le germe et ils vont vous donner le diagnostic. Précisez toujours que vous voulez la recherche de chlamydia sur prélèvement vaginal. Il y a des laboratoires qui ne l'ont pas. Quand vous envoyez un malade, ils vont lui prélever le sang et faire une sérologie. Ça ne sert à rien. La sérologie, elle sera très souvent positive. Parce qu'une femme qui a déjà eu une chlamydiose aura toujours sa sérologie positive. Même si elle s'est traitée, même s'il n'y a plus de chlamydia, mais la sérologie est positive. La sérologie n'a pas de valeur. D'accord? Parfois, dans le bilan d'infertilité, on peut le demander, mais ce n'est même plus recommandé parce que quand vous le demandez et que c'est positif, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Donc, demandez la recherche directe de chlamydia trachomatis. La recommandation, quand il s'agit de chlamydia trachomatis, c'est de l'azithromycine, 2 grammes. C'est vrai que c'est conditionné en boîte de 3 comprimés de 500 mg, mais elle prend 2 grammes, le mari prend 2 grammes. Donc, vous êtes obligé de prescrire 2 boîtes. Donc, chez la femme enceinte, oui, l'azithromycine peut être utilisée, mais il faut toujours également un contrôle 3 semaines après la prise, parce que vous savez, ce sont des femmes qui sont un peu immunodéprimées et le traitement peut être assez difficile pour éradiquer chlamydia trachomatis. Il faut proposer le dépistage, mais parfois, vous savez que dans notre milieu, c'est très difficile.
Quand vous prescrivez même l'ordonnance pour la coépouse, c'est très difficile d'amener tout le monde à en prendre, mais il faut faire le maximum pour que tout le monde en prenne en même temps et que les rapports sexuels soient protégés, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir guérir votre patiente, parce qu'elle va récidiver. Il faut savoir que chlamydia trachomatis, donc c'est une infection sexuellement transmissible, traitement du partenaire et des partenaires, mais c'est une infection qui va évoluer vers une infection génitale haute, et donc endométrite, salpingite, pyosalpinx, et après séquelles, infertilité, algie pelvienne chronique, grossesse extra-utérine. C'est très dangereux. Un autre germe, on entend de moins en moins parler, c'est la gonococcie, mais qui est quand même grave si ça existe. Il est pathognomonique, il va donner des leucorrhées purulentes. Quand vous voyez du pus, en général, c'est gonocoque. Donc, il faut demander l'existence d'un écoulement urétral chez le conjoint. Il y a quand même une baisse de l'incidence, on l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir que c'est une infection à déclaration obligatoire. Et quand vous faites l'examen, essayez d'appuyer ici sur les glandes de Skene. Donc ici, vous avez l'urètre, là, vous avez le vagin. Donc ça, c'est le petit trou des glandes de Skene. Et souvent, vous avez une issue de pus au niveau de ces glandes de Skene. Donc l'examen bactériologique va vous permettre d'identifier le germe et il faudrait administrer un traitement. En général, les céphalosporines de plus en plus. Donc tous ces antibiotiques-là sont possibles vous pouvez les prescrire, c'est bien possible, mais il faut savoir que de plus en plus, vous avez des souches qui sont sécrétrices de pénicillase, et donc vous pouvez avoir des résistances. Ce qui est bien, c'est que apparemment dans une grande revue Cochrane, la ceftriaxone a été testée et aucune souche n'est encore résistante à la ceftriaxone. Donc vous pouvez aller à la ceftriaxone pour la prise en charge. La gonococcie est souvent associée à la chlamydiose et ils font les mêmes dégâts. Donc il faut souvent associer un traitement anti-chlamydia. Alors, ces dégâts, c'est quoi? C'est les salpingites. Donc ici, vous voyez l'utérus qui est là, la trompe, et vous voyez ces adhérences-là entre l'utérus et la paroi postérieure du pelvis. Ici, vous voyez ça, c'est le foie, ça c'est la coupole diaphragmatique, et donc ici, vous voyez ces adhérences-là. Quand vous voyez des adhérences au niveau du foie et des adhérences au niveau du pelvis, on parle de syndrome de Fig-Curtis, c'est strictement lié à chlamydia trachomatis. Sinon, la gonococcie va donner les mêmes lésions, mais n'entraînera jamais de périhépatite. Donc, vous n'aurez pas d'adhérence au niveau sus-hépatique. Mais sinon, c'est les mêmes dégâts au niveau pelvien, avec des adhérences, avec une atteinte au niveau des ovaires. Et donc, à l'issue, on aura une femme avec une infertilité. Si c'est une femme enceinte, il y a un risque de conjonctivite, de trachome chez le bébé. Autre germe qui est silencieux, c'est le mycoplasme. Mycoplasme, il va évoluer comme chlamydia. Heureusement, c'est le même traitement. Donc, si vous avez des leucorrhées qui sont continues, abondantes, laiteuses, blanchâtres, sans odeur particulière, vous pouvez penser à chlamydia comme à un mycoplasme. Mais l'avantage, c'est que c'est le même traitement. Autre chose, on va insister, c'est par exemple le streptocoque B. Le streptocoque B, il est très souvent retrouvé dans le vagin. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on le retrouve dans le vagin chez la femme enceinte. Quand on voit une femme enceinte au premier trimestre de la grossesse, on fait un prélèvement vaginal parce qu'elle a des leucorrhées, on demande germe banal et autres. On vous donne une réponse comme quoi elle a un streptocoque B. Vous le notez dans le carnet de santé, mais vous ne traitez pas parce qu'il sera toujours là. Vous allez le traiter, vous allez refaire un prélèvement, vous allez le retrouver là-bas. Son importance, c'est de le noter sur le carnet parce qu'il y a une implication importante au cours de l'accouchement et on va le voir tout à l'heure.
Quelle est cette implication au cours de l'accouchement? C'est les infections néonatales. Une femme qui a un streptocoque B, ce n'est pas si pathologique que ça fait partie de la flore commensale de la femme, mais quand elle l'a, au cours de l'accouchement, il faut donner de l'ampicilline. Si vous ne donnez pas de l'ampicilline au cours de l'accouchement, ce que ça va entraîner, ce sera une infection néonatale. Et vous savez que l'infection néonatale, c'est la première cause de perte des bébés en Afrique. Ce qui est recommandé donc, c'est de faire le dépistage. Comme il est fréquent, on fait le dépistage systématique. Donc 34% des femmes l'ont. Il faut faire le dépistage systématique. Est-ce qu'on le fait au premier trimestre? Non, ça ne sert à rien, vous n'allez pas traiter. Et il va être là encore. Même si vous donnez de l'ampi, vous revenez au deuxième trimestre, vous le refaites, il sera là. Est-ce qu'on le fait au deuxième trimestre? Non. On le fait en fin de grossesse, en 34 et 37 semaines. Quand c'est positif, vous le notez dans le carnet, il se peut qu'elle accouche ailleurs. Quand elle va arriver en salle d'accouchement, on verra que cette dame-là, attention, elle a eu un streptocoque B positif. On administrera de l'ampicilline jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche et on arrête. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter le passage du bébé à la maman. Et dès lors, c'est important. Ma première grossesse, j'ai eu à faire une infection streptocoque B. Mon médecin m'a traité durant mon accouchement. Ma deuxième grossesse, c'est systématique. C'est-à-dire que mon médecin n'aura pas à refaire un prélèvement vaginal en fin de grossesse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne refait pas. Il sait que le streptocoque B, il est là. Ça ne sert à rien. Systématiquement, au cours de mon prochain accouchement, il me fera un traitement à l'ampicilline. Vous avez compris? Donc, première grossesse, si ça a été découvert, on va traiter systématiquement. Première grossesse, s'il y avait eu un accouchement prématuré, une rupture prématurée des membranes avec infection néonatale, il y en a eu à la première grossesse. Deuxième grossesse, j'ai été suivie entre 34 et 37 semaines. On ne m'a pas demandé de faire le prélèvement vaginal. Vous me recevez en salle d'accouchement, on travaille, vous mettez l'ampicilline. Parce que vous êtes devant des facteurs de risque d'infection à streptocoque B, parce que j'ai eu à faire un accouchement prématuré déjà, ou bien j'ai eu à avoir un bébé avec une infection néonatale. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est vital et c'est très important. Et donc, vous mettez de l'ampicilline jusqu'à l'accouchement pour baisser le risque d'infection du bébé. Donc, autre infection génitale basse, on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est une infection? Pas trop, c'est peut-être un déséquilibre de la flore vaginale. Donc, la vaginose bactérienne qui va entraîner des pertes vaginales abondantes, elle va vous dire, mon mari me dit qu'après les rapports sexuels, il y a une odeur de poisson pourri. Ça, elle vous le dit, c'est une vaginose bactérienne. Donc, c'est un déséquilibre plutôt qu'une infection. Et on sait qu'avec une grossesse, cette vaginose va entraîner des fausses couches, des infections. Il y aura également des risques de co-infection à chlamydia. Et le germe qui va dominer, c'est Gardnerella vaginalis, qui est normalement dans la flore, mais qui ne doit pas se retrouver à un certain taux. Et donc, quand le taux augmente vraiment, donc il va dominer la flore les lactobacilles, et donc vous êtes devant un déséquilibre de la flore et donc une vaginose bactérienne. L'examen va mettre en évidence des cellules, des clous-selles, des cellules avec des piquetés, comme des clous à l'intérieur. Le sniff test, c'est qu'on met de la potasse sur les leucorrhées, on sent l'odeur de poisson pourri. Donc tout ça, ça permet de faire le diagnostic. Avec donc ces risques-là, il faudrait traiter. Et le traitement, c'est les imidazolés, donc métronidazole, tinidazole, ou bien les macrolides. Et ici également, on a grand intérêt à rééquilibrer la flore vaginale par les probiotiques. Certains disent que comme on n'a pas les probiotiques, il faut demander à la femme de consommer beaucoup de yaourts, parce que les yaourts sont fabriqués en mettant des lactobacilles qui permettent de passer de l'état de lait à l'état de yaourt. Est-ce que ça passe dans le vagin? Ce n'est pas encore démontré, mais je pense que si vous n'avez pas le choix, et pourquoi pas? Donc, quel est le but du traitement des probiotiques? Ça va apporter des oestrogènes, ça va apporter de la flore de l'airline, notamment des lactobacilles, et donc ça va permettre d'avoir un pH vaginal qui est protecteur.
Il faut savoir la prévenir en dépistant le VIH. Donc, c'est très fréquent chez les femmes qui sont immunodéprimées. Et le dépister également chez la femme enceinte, d'autant plus que ça peut entraîner des fausses couches. La syphilis, vous la connaissez, hein, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ça. La syphilis avec ces 3 différentes phases, la syphilis primaire, la secondaire, la tertiaire. La primaire avec la présence de chancre syphilitique. Le traitement, donc les antibiotiques, benzatine, pénicilline, mais également la PNIG. L'herpès, qui est une infection qui va entraîner des vésicules très douloureux, hein, et qui va entraîner très souvent des récidives et qui sera traité par de l'aciclovir. Ce qu'il faut savoir, s'il est important de prévenir ces infections génitales basses, la prévention passe par la sensibilisation. C'est très important. La première chose, c'est le changement de certains comportements, d'adopter certaines règles d'hygiène. La vaccination pour certaines infections, je n'ai pas pu tout dérouler, mais vous connaissez l'infection au human papillomavirus qui va entraîner des crêtes de coq, mais qui va évoluer dans les 10 ans et parfois entraîner ce qu'on appelle le cancer du col. Et donc sensibiliser sur cette vaccination qui est en train d'être faite chez les enfants de 8 ans pour toutes les femmes. Et peut-être qu'on aura des politiques où on vaccinera les hommes, comme ça se fait aux États-Unis, les petits garçons, comme ça se fait aux États-Unis. Et respecter les règles de prévention des infections, ça c'est nous. Il a été fait une étude qui montre qu'il y a des femmes qui contractent certains virus au cours des consultations. On fait une échographie avec la sonde vaginale, notamment le human papillomavirus, avec une sonde vaginale, oui, on la protège, mais il y a des critères stricts de nettoyage. Ce n'est pas de mettre juste le préservatif, on fait l'échographie, après on enlève le préservatif, une autre femme bien, on ne fait que mettre le préservatif. Non. Il y a eu le contact avec le human papillomavirus. Si une femme qui a été examinée est porteuse du human papillomavirus, et vous pouvez le transmettre. Et donc, il faut une bonne hygiène. Une bonne hygiène qui doit passer même par l'hygiène des sondes. Et donc, il y a des protocoles stricts de nettoyage maintenant des sondes d'échographie vaginale qu'il faut adopter pour ne pas entraîner des infections génitales chez les femmes qui ont chose, par exemple. Et important, récidive. Voilà ce que je voulais vous dire quant aux infections génitales basses. Je vous remercie pour votre attention. Notre cher professeur Mame Diarra Ndiaye pour cette belle présentation riche en enseignement. Comme vous le savez tous, le planning d'un professeur est très chargé. Voilà, il y a les cours, il y a l'hôpital, il y a les étudiants, il y a la famille, mais malgré tout ça, elle a remué ses laitières pour venir jusqu'ici pour nous faire cette belle présentation. Merci beaucoup, professeur. Veuillez l'applaudir encore, s'il vous plaît. Je m'appelle Serigne Falilou Kamara, je suis étudiant en 6e année de médecine. J'ai une seule question. Donc, quels sont les critères pour dire qu'une telle maladie est une infection sexuellement transmissible? Bon, parce que par exemple, dans la candidose vaginale, donc, on dit que ce n'est pas une IST. Donc, si par exemple le partenaire a des signes, on dit qu'il ne faut pas faire des rapports sexuels sans protection. Donc, est-ce qu'il y a un risque de transmission chez le partenaire? Et si ce risque existe, pourquoi on dit que la candidose n'est pas une infection sexuellement transmissible? Merci beaucoup. Il est symptomatique, on le traite. S'il est symptomatique, c'est parce qu'il a eu à l'attraper dans les mêmes conditions que sa dame. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont eu des rapports sexuels. Et donc, quand les deux l'ont, c'est difficile quand vous traitez de les laisser continuer à avoir des rapports sexuels parce qu'ils sont dans ce même... non protégés parce qu'ils sont dans ce même carcan-là où vous avez les facteurs de risque, ils sont tous les deux exposés et tous les deux, ils ont ces germes-là. Donc, il faudrait les protéger, que chacun se protège, le temps de faire un traitement, mais ça se transmet pas par voie sexuelle. C'est-à-dire que la femme, elle l'a seule, et le conjoint, il n'est pas dans ce contexte-là où il porte des sous-vêtements qui sont un peu
imbibés d'humidité, etc., ils ont des rapports sexuels, l'homme ne l'aura pas. D'accord? Donc, c'est pas sexuellement transmissible, ça passe pas par la sexualité, mais pour favoriser un traitement qui est rapide, c'est pour cela qu'on demande une protection le temps du traitement. Et donc, les infections qui sont sexuellement transmissibles, qui sont connues, c'est chlamydia trachomatis, c'est gonocoque, c'est la syphilis, la vaginose, c'est un déséquilibre, mais oui, il faudra quand même traiter le mari ici, et trichomonas vaginalis également. Donc, c'est le germe qui vous dira s'il faut traiter les deux ou pas, parce que c'est une infection sexuellement transmissible qui passe par la sexualité. Le Candida albicans ne passe pas par la sexualité du tout. Alors, ma question pour le professeur, elle relève plutôt de l'hygiène, à savoir l'utilisation des protège-slips. Donc, il y a une certaine discussion là-dessus. Certains médecins sont pour, d'autres sont contre. Donc, par rapport à une femme qui dit utiliser des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, à savoir de dentelle ou nylon, et sachant qu'il a souvent une certaine humidité au niveau de la zone vaginale, ils ont une préférence pour les protège-slips. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vous êtes pour ou contre les protège-slips et pourquoi? Merci. Je suis pour, ni que je suis contre les protège-slips. Mais il faut savoir que, vous voyez, la femme, elle a un cycle. Elle a un cycle où elle humidifie bien parfois. Une période où elle a de petites pertes blanches, elle peut se dire, ouais, mais mes sous-vêtements coûtent un luxe, je vais mettre un protège-slip pendant quelques jours. Ça peut se comprendre. Ce qui ne peut pas se comprendre, c'est de mettre tout le temps des protège-slips. Pourquoi? Parce que la vulve a besoin de cette humidification. La nature ne se fait pas pour rien. Si la femme, elle humidifie, c'est parce que la nature a besoin que la vulve soit humidifiée. Si la vulve n'est pas humidifiée, elle sera en proie à une certaine sécheresse. Et c'est pour ça que les femmes qui sont ménopausées, qui n'ont plus d'humidification, mais on leur met de l'acide hyaluronique pour permettre l'humidification. D'accord? Donc l'humidification est tout à fait normale, mais tout à fait nécessaire pour la physiologie de la femme. Et donc, si on doit mettre des prothèses, c'est parfois OK, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ils ne seront pas cette barrière-là pour représenter le coton à la place des sous-vêtements. Vraiment, les sous-vêtements, il faudra bien les choisir. Bonsoir à tous. Je suis Dr Hassan Diouf. Je suis un membre fondateur de l'association et ancien président également de cette association. Je suis un interne en 4e année en biologie clinique et je suis aussi le président de l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Alors, c'est vraiment un plaisir. C'est un réel plaisir pour moi. Je tenais à être présent à cette EPU. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un membre fondateur de l'association TIMCAM qui nous a vraiment formés dans le leadership et tout. Donc, c'est une sorte d'école pour nous. Je me rappelle, j'étais en 2e année à l'époque quand on formait cette association. Et quand je vois mes jeunes frères vraiment relever la barre haute en maintenant nos activités que nous avions initiées, c'est vraiment une fierté pour moi. Je tenais à remercier le professeur Mamdiara qui a bien voulu animer cette EPU et qui ne nous a pas déçus et qui a fait un excellent exposé. Remercier aussi le bureau pour cette initiative. Alors, moi je suis biologiste au laboratoire. Nous, on travaille beaucoup avec les gynécologues dans le diagnostic des infections génitales basses, comme le prof l'a dit. Alors, juste en tant que biologiste, dire que nous, au labo, on aide beaucoup les gynécologues dans ça. Et surtout concernant comme le prof l'a dit, dès le prélèvement, il est possible de s'orienter sur tel ou tel germe. Avec l'odeur qu'on a et au microscope, on peut voir
l'aspect de la flore. Et ça peut être différent selon les femmes, surtout chez la femme âgée. Nous, au labo, directement, parfois on ne type même pas parce qu'on se dit que c'est chez la femme âgée, la flore c'est déjà déséquilibré. Voilà. Et aussi, bon, dire que chez la jeune femme, peut-être la fille vierge, on ne fait pas de prélèvement comment dire, voilà. Donc c'est uniquement un prélèvement parce que chez la fille vierge, on ne met pas de spéculum et tout, parce qu'on évite de créer des dégâts et tout. Et sur l'aspect du microscope, on peut voir les lactobacilles. On voit les lactobacilles. Et, comme le prof l'a dit, la flore déséquilibrée, les types de flore, les flores de type 1, de type 2, de type 3, tout ça, nous, on le voit au labo et c'est vraiment un plaisir de travailler là-dessus pour qu'on puisse savoir la fréquence de désinfection génitale basse chez la femme au Sénégal ou en Afrique. Ouais, parce que nous, au labo, c'est vrai que l'expérience nous montre qu'on voit souvent des candidoses à Candida albicans, on voit des vaginoses à Gardnerella vaginalis et autres. Mais sur le plan épidémiologique, je n'ai pas vu dans l'exposé ce qu'il en est au Sénégal ou en Afrique. Bon, juste terminer par remercier le laboratoire déjà, remercier nos jeunes frères qui sont là et les encourager à travailler pour relever les défis et être dans l'excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous qui m'avez contacté pour cette TPO. Je vous remercie pour le choix. J'ai bien aimé votre intervention et je pense que vous auriez pu faire une présentation à l'issue de la mienne. Je m'explique. Beaucoup de gens ici iront en Europe pour une formation d'une certaine durée. Nous, on se rend compte quand on part que mais le prélèvement se fait au niveau chez le gynécologue. C'est-à-dire que l'habitude que l'on a ici, je pense qu'il faut qu'on l'éradique, que d'examiner une patiente, de mettre un spéculum, d'envoyer au laboratoire pour qu'ils mettent également un spéculum pour prélever. C'est des kits qui sont disponibles. Quand vous allez en France, c'est des kits qui sont disponibles dans des bacs. Et quand vous faites l'examen, vous mettez le spéculum, vous en profitez, vous faites le prélèvement vaginal. Selon ce que vous voulez, vous faites le prélèvement endocervical, c'est avec un autre type de matériel. Et s'il le faut, vous faites même le frottis en un seul lieu. Et donc, vous envoyez dans les hôpitaux publics, dans certains pays, les hôpitaux publics que j'ai eu à faire, moi, c'est ce qu'on faisait. Donc, ça aurait été peut-être important, mais peut-être que ça va se programmer un autre jour, que vous fassiez un topo sur le prélèvement, parce qu'il est important qu'eux, ils sachent comment on fait les prélèvements, les différents prélèvements, parce qu'il faudrait aller vers des soins intégrés. Parce que c'est beaucoup plus facile ainsi pour la femme que de se faire examiner et après mettre le spéculum, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'on ne le met pas chez les jeunes filles. Parfois, rarement, on a l'indication, mais nous, on a des spéculums spéciaux qu'on appelle des spéculums de VH, mais chez les jeunes filles, oui, juste l'écouvillonnage suffit. Donc, c'est très important qu'ils sachent comment est-ce qu'on fait les prélèvements. C'était quoi la question, s'il vous plaît? L'épidémiologie au Sénégal. Oui, je ne sais pas si vous travaillez avec le professeur Mbeng. Babacar Mbeng. Au fait, parce qu'on avait eu à faire l'épidémiologie, mais juste chez la femme enceinte, où on retrouvait que le germe le plus fréquent, c'était Candida albicans à hauteur de 3 à 4%. C'était financé par un certain laboratoire et c'était destiné qu'aux femmes enceintes. Donc, ça ne nous donnait pas la prévalence réelle. Il y a un travail qui a été démarré à l'hôpital Le Dantec avec la fermeture de Le Dantec. Dr Mbeng, je pense qu'il veut le déplacer à l'hôpital d'Al Adjam. Et c'est de faire
d'épidémiologie, des infections vaginales, des infections urinaires chez la femme enceinte. Et peut-être que ça nous donnera un peu plus de données. Mais pour le moment, c'était juste une petite étude limitée chez la femme enceinte qui a été faite à Dantec et à Philippe Maguilène Senghor. Peut-être que je vous transférerai l'article qui a été publié où vous avez les chiffres des différentes infections que l'on retrouve. Mais si ça vous intéresse, rapprochez-vous du professeur Mbang. Il est en train... Bon, c'est un projet qu'il pilote et qui a eu déjà un financement. Deuxième président aussi de TIMCAM, actuellement interne, et le président aussi des internes. Un mentor pour nous, c'est un homme très social, un homme très généreux, un homme intègre, un homme sincère, un homme qui aide surtout les jeunes. Je pense que c'est lui-même qui m'a conseillé de prendre la commission pédagogique. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. À chaque fois que TIMCAM organise une journée, il est toujours là. Merci beaucoup, Président Hassan. Voilà. Donc, sans tarder, on va permettre au laboratoire de faire... Exposé et pertinent et riche d'enseignement. Vraiment, merci d'avoir accepté de nous présenter cet homme. Merci beaucoup. Microlabs. Bon, c'est eux qui font tous ces produits que vous voyez là. Merci beaucoup. Vraiment, ils nous ont beaucoup aidés pour la bonne marche de cette EPU. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez venir présenter vos produits. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Sohna, merci beaucoup pour la présentation. Donc c'est Dr Madouba. Je suis pharmacien de formation. Donc j'ai fait mes bons jours ici dans l'amphi Claude Bernard. Je pense que j'ai fait la 3e année ici. Mais je suis tellement content quand même de revoir certaines têtes, notamment des camarades syndicalistes. Donc je vais commencer peut-être avec Dr Djibissaou, je pense qu'il est l'un des membres fondateurs de TIMCAM, donc un ami, mais aussi un collègue syndicaliste ici. On s'est beaucoup battu pour la faculté de médecine. Il y avait aussi Cheikh Diédhiou tout à l'heure. Il y a aussi des amis comme Sadio, on a fréquenté ensemble la faculté de médecine. Donc aujourd'hui, je suis devant pour parler au nom des laboratoires Microlabs. Comme je viens de le dire, pharmacien de formation. J'ai été délégué médical. Aujourd'hui, je suis superviseur à Microlabs. Donc un laboratoire fondé en 1913 en Inde. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais appeler les deux Amazones, Aïssatou Ange et Fatima, Dr Fatima, qui est elle aussi pharmacienne, pour faire la présentation de 2 antibiotiques des laboratoires Microlabs et peut-être terminer avec un faire des laboratoires Microlabs. Donc, président PAM, Moustapha, on a eu à faire cette activité récemment avec vous, donc mes salutations. Je n'ai pas vu le président de Guédiawaye Purité Santé. Rappelez aussi que je suis le président fondateur de Guédiawaye Purité Santé. Donc, c'est l'une des premières associations de ce genre-là, avant TIMCAM, avant PAM. Donc, nous sommes vos grands frères en quelque sorte. Et merci beaucoup, donc Ange et Fatima, pour la présentation. C'est Madame Ndiaye Angélique Aïssatou Sarr. Donc, je suis déléguée vicaire. Donc, comme l'a si bien dit Dr Madouba, donc je vais commencer d'abord par une association amoxacide clave. Puisque tout à l'heure, le professeur Mamdiara a bien démontré le choix des antibiotiques, surtout dans les infections génitales. Donc, là, nous avons le Bactoclave, qui est une association amoxacide clave en forme mille et en forme sirop. Donc, Bactoclave, c'est une spécialité de Microlabs avec une usine de fabrication des amoxacides claves vendue partout dans le monde. Donc là, l'amoxacide clave a un intérêt, surtout dans l'hémophilus influenzae, parce que si vous voyez avec cette, comment dirais-je encore, ce chemin, donc avec l'amox simple, donc il va essayer de pénétrer la lise bactérienne, donc vraiment pour pénétrer la bactérie. Maintenant, l'amoxacide clave, son rôle, il va venir inhiber les bêta-lactamases pour permettre à l'amoxicilline simple de faire son travail. C'est ça son différence par rapport à l'amox
acide clave, l'amox acide clave et l'amox simple. Donc, Bactoclave aussi a un spectre large parce qu'il agit sur les bactéries à Gram positif et aussi les bactéries à Gram négatif. Mais aussi là aussi, il est aéronymé. Donc, Bactoclave a une biodisponibilité de 90% avec une forme comprimée. Parce que, pourquoi la forme comprimée? Parce qu'avec la forme comprimée, Bactoclave a beaucoup plus de biodisponibilité, mais en plus de ça aussi, le patient va absorber tout le principe actif sans se soucier du goût et des déperditions. Parce que vous savez qu'avec les formes sachets, parfois il y a les dépôts, il y a aussi le goût. Le patient ne va pas du tout, comment dirais-je encore, aimer ce phénomène-là. Voilà. Donc, et aussi, on va revenir par rapport à l'emballage. Parce que parfois, il y a des formes comprimées par rapport à l'emballage. Donc, l'emballage n'est pas... là, on a un choix par rapport à l'emballage aluminium. Et avec cet emballage, on va faire par de l'immunité ou bien de la période où, si la période est chaude ou humide. Revenir. Et aussi revenir par rapport à la forme sirop. Et par rapport à la forme sirop, là nous avons Bactoclave 100 mg. Et avec vraiment le conditionnement de 100 ml. Et avec les 100 ml, on a 300 doses. Donc ce qui fait que pour un enfant qui fait 10 kg, c'est 10 jours de traitement. Donc à partir de 10 kg jusqu'en bas, le flacon peut faire le traitement. Et en plus de ça, une autre valeur ajoutée, c'est la pipette doseuse. Avec Bactoclave sirop, là nous avons une pipette doseuse graduée jusqu'à 30 kg. Donc ce qui fait qu'il va vraiment faciliter la prise. Et revenir aussi par rapport au coût, parce que c'est très important, puisque là nous sommes dans un pays où bien on peut vraiment penser à la poche des patients. Donc revenir surtout, il y a des amox acide clave qui coûtent 4000 et plus. Là avec Bactoclave sirop, c'est à 3000 francs. Donc beaucoup plus accessible que nos concurrents. Voilà. Voilà. Donc là, je vais laisser le soin à Fatima de vous faire un exposé sur notre azithromycine. Comme l'a dit Madou tout à l'heure, je suis pharmacienne de formation et actuellement déléguée au niveau de l'agence DIREP. Donc aujourd'hui, je suis là pour rebondir sur les paroles du professeur Ndiaye sur la prise en charge des infections urinaires, à savoir notamment avec le chlamydia trachomatis. Elle a parlé de la prise en charge avec les macrolides, notamment l'azithromycine. Et ici, on vous propose comme azithromycine l'azylite 500 en boîte de 3. L'azylite, c'est de l'azithromycine qui fait partie donc de la famille des azalites. Système des macrophages qui vont faire un phénomène de chimiotactisme qui permet de déplacer l'azithromycine du système plasmatique vers les tissus. Donc, lorsqu'on prend de l'azithromycine, au bout des 3 jours de comprimé, le taux tissulaire est supérieur au taux plasmatique, ce qui nous permet d'agir au cœur de l'infection. Et c'est aussi ce qui est responsable, disons, de l'effet post-antibiotique que l'on a avec l'azithromycine. Donc, chaque fois que vous entendez l'effet post-antibiotique, c'est que cet antibiotique-là, il a une excellente diffusion tissulaire et aussi il est présent dans les liquides du corps, tout ce qui est bile et autres. D'accord? Donc là, 3 jours de prise pour azylite 500 vous donne 5 jours de post-antibiotique. Donc, une boîte vous fait 8 jours de traitement. Donc, dans le cas de chlamydia trachomatis, comme l'a signalé le professeur Ndiaye, c'est 2 grammes par jour. 2 grammes par jour sur 6 jours. Ce qui vous fait donc 6 jours de prise à raison de 2 grammes. Donc, on est à presque 17 jours de post-antibiothérapie. C'est bon? Voilà. Donc, l'azylite se présente en boîte de 3 avec sa demi-vie de presque 72 heures. C'est 1 à 2 prises par jour en fonction de l'indication. Chlamydia, ce sera 2 grammes.
Mais dans les cas d'autres types d'infections, à titre d'infection pulmonaire ORL, vous serez à 1 comprimé jour. Maintenant, selon l'indication, vous allez de 1 boîte à 2 boîtes. Mais toujours gardez en tête l'effet post-antibiotique parce que c'est ce qui va définir l'efficacité de votre traitement. D'accord? Maintenant, à part ça, position des laboratoires Microlabs, on fait de l'amox acide clave, mais aussi on fait de la cefixime, notamment avec notre Gramocef, comme vous le verrez pour le deuxième panneau. Le Gramocef, c'est de la cefixime, dosée à 200 mg pour la forme gélule à partir de 12 ans. Donc, pour être succincte, le Gramocef, on l'utilise dans les infections ORL à titre d'otite, les infections pulmonaires, les infections à la fièvre typhoïde où la cefixime est la molécule de première indication. Mais aussi dans les infections urinaires, comme l'a signalé le professeur Ndiaye dans le cas d'une gonococcie, utiliser les céphalosporines de 3e génération. Et actuellement, la céphalosporine de 3e génération par voie orale, la plus efficace et ayant une diffusion tissulaire de 132%, c'est le Gramocef, donc la cefixime. Et avec sa protection ALU et son conditionnement en gélule, non seulement on a une protection due à l'humidité, due à la chaleur et une biodisponibilité à hauteur de 97%. Donc tout ce qu'il vous faut pour avoir un traitement opérationnel efficace et sans coûter cher aux patients. C'est bon? Voilà. Donc je laisse le soin à Madame Ange de vous faire la suite par rapport au Ferox, le fer des laboratoires Microlabs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fatima. Donc là aussi, peut-être on va intégrer notre fer parce qu'on ne peut pas parler de la femme ou bien sans pour autant parler du fer parce qu'il fait partie de son quotidien. Donc avec le Ferox, on a 98% de fer pur. Quand on parle de fer pur, il y a différents fers sur le marché. Il y a le fer ferreux, il y a le fer ferrique et aussi parfois il y a le fer carbonylé. Donc avec le fer ferreux et avec le fer ferrique, il va poursuivre une métabolisation pour être absorbé. Mais avec le fer carbonylé, il n'y aura plus de métabolisation. Il y aura une absorption directe. Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a 98% de fer pur. Et aussi par rapport à la composition de Ferox, là il y a du sélénium, il y a du zinc, il y a de l'acide folique, de la vitamine E et de la vitamine B12. Le sélénium va jouer contre les radicaux libres. Ce sont les radicaux libres qui vont donner tout ce qui est parfois hypertension gravidique chez la femme enceinte, les œdèmes, les fausses couches, la rétention placentaire, le vieillissement des cellules. Donc c'est ce sélénium-là qui va jouer contre ces radicaux libres et qui va contrecarrer tout ce que je venais de dire. Il y a aussi le zinc. On a 11 mg de zinc à l'intérieur de Ferox. Chaque 10 mg, il y a 11 mg de zinc. Et avec ce 11 mg-là, il va contribuer à renforcer le système immunitaire. Et le zinc, c'est un excellent cicatrisant. Il y a aussi la vitamine E qui est à l'intérieur. Donc la vitamine E va contribuer vraiment à régénérer les cellules. Il contribue vraiment à régénérer les cellules du patient. Aussi, il y a la vitamine B12. Donc, avec le Ferox, pour dire en grosso modo, on va se supplémenter en fer, mais aussi on va bénéficier vraiment des vitamines qui sont à l'intérieur. Donc, on a ces présentations. Il y a Ferox gélule avec une boîte de 30 gélules. Et aussi, il y a Ferox sirop avec un flacon de 200 ml. Donc, vraiment, avec ce flacon, ça pourra vraiment faire un traitement de 1 mois. D'accord. Voilà, les coûts varient entre 3300 et 3350 pour la forme sirop. Donc, je vous remercie par rapport à l'attention. Je tenais encore à féliciter le Dr Ibrahim Ba. Je ne l'ai pas vu pour le moment. Ibrahim Ba, vraiment, mention spéciale. C'est un bon. Moi, j'ai été président de la commission relations extérieures dans l'amicale de la faculté de médecine. Je parle sous le contrôle de Dr Djibissaou. J'ai eu à amasser plus de 50 millions pour la faculté. Les bus que vous voyez et tout cela, c'est sous notre ère. Mais vous faites un bon président de la commission relations extérieures. Il est agressif.
Et si aujourd'hui vous avez réussi cette activité, je pense que vous devez l'applaudir. Voilà. Parce que ce n'est pas facile. On vient tous de reprendre l'année. Nous venons tous juste de reprendre l'année. Nous étions en congé. Donc c'était difficile de me joindre déjà. J'étais dans les séminaires. Et ce n'était pas facile d'avoir le budget à temps parce qu'on vient tous d'avoir le budget. Malgré cela, il était vraiment persévérant, il était toujours présent, il m'appelait tout le temps pour avoir le budget pour pouvoir faire l'activité. Donc félicitations à vous et je pense que vous allez aller loin avec votre TeamCam. Et merci beaucoup à tous les membres de TeamCam. Nous vous confions encore ces produits. Batoclave, c'est l'amoxicillave lanique le moins cher sur le marché. Donc nous sommes des habitants de la banlieue. Moi je suis banlieusard, j'habite à Guédiawaye. Quand je prescris un produit, j'ai 10 amoxicillave lanique sur le marché, je choisis le moins cher. Le moins cher c'est Batoclave, 3500 formes comprimées. Le moins cher c'est Batoclave Siro, 3000 francs. Le moins cher des estromycines c'est Azilite. Cefixime, parmi les moins chers, Gramocef. Et le fer avec du zinc. 11 mg de zinc, sélénium et tout cela, je pense que vous avez aussi un bon fer que vous pouvez prescrire en supplémentation pour vos patients, pour le faire en tant que tel, mais aussi pour les autres éléments que accompagnent le fer Ferroxo. Merci beaucoup, TeamCam. Merci beaucoup. Je me nomme Khoudia Gueye, en master 1 à l'UQAT. Je voulais demander par rapport à la bactoclave, l'usage de bactoclave chez l'enfant, parce que c'est un antibiotique, l'acide clavicule. Donc l'usage des antibiotiques chez l'enfant est un peu, comment on dirait, est un peu nocif en fait, parce qu'on ne sait pas la posologie. Des fois on a un peu de mal à prescrire les antibiotiques chez les enfants, donc à cause des effets secondaires et tout. Donc je voulais juste poser cette question. Merci. Pour l'utilisation des antibiotiques, surtout par rapport à l'amoxicillave. Donc, par rapport à la naissance de l'enfant, si l'enfant est né avec une infection, avec soit des liquides, des élats teintés et consorts, là, on doit le mettre sous antibiotique. On doit le mettre sous amoxicillave d'abord, ou bien le mettre sous, comment dirais-je encore, l'autre, Cefixime. Gramocef. Sous Gramocef, sous Cefixime. Donc pour la posologie, s'il s'agit d'un enfant, il sera peut-être prendre le poids de l'enfant et tirer. C'est juste ça. Parce que beaucoup d'amoxicillave maintenant ont une pipette doseuse. Voilà, il faudra juste tirer selon le poids de l'enfant. Donc par rapport au Cefixime, je vais laisser à Fatima de vous expliquer. D'accord. Donc déjà par rapport à la question de Khoudia, déjà par rapport aux antibiotiques, il faudrait savoir que chez les enfants, comme elle l'a dit elle-même, donner des antibiotiques n'est pas forcément chose aisée et il est même déconseillé d'aller en première intention sur les antibiotiques. Parce que des fois, les infections chez les enfants sont dues à des virus ou bien juste à une baisse du système immunitaire. Donc lorsque vous avez des pics fébriles, vous pouvez attendre jusqu'à peut-être 2-3 jours, évaluer la température, donner des antalgiques et observer l'enfant. Il ne faut pas automatiquement démarrer sous une antibiothérapie tant que vous n'avez pas des causes probantes. Par exemple, si on fait des toux et que ce sont des toux avec expectoration teintée d'une certaine couleur, là vous pouvez démarrer directement avec le bactoclave ou avec la pipette doseuse dose poids. C'est très simple. Maintenant, si vous avez des suspicions d'otite ou bien des angines chez les enfants où le pic fébrile il va être énorme, l'enfant va être fiévreux avec des poussées de pleurs vraiment nocturnes qui dérangent le parent, là vous êtes libre de mettre le Gramocef. Vous voyez, donc vraiment, l'enfant en fait vous l'observez, vous voyez ce qu'il vous faut. Il parle, son corps parle, son tout parle. C'est pas comme nous les adultes où on différencie. Maintenant, par rapport au Gramocef, le Gramocef vous permet d'avoir deux différents conditionnements. Il y a le Gramocef 50 pour les nourrissons. Il n'est là que pour les nourrissons. Et le Gramocef 100 pour les grands enfants. Chaque flacon faisant 100 ml avec une pipette doseuse dose poids, ce qui vous permet d'avoir une facilité de prescription. Chaque flacon fait en moyenne 8 jours. Et vous savez que ça soit de l'infection urinaire, que ça soit jusqu'à l'infection de la fièvre typhoïde, le traitement c'est de 7 à 10 jours. Et vous avez minimum 8 jours avec le Gramocef. Donc c'est un flacon, un traitement.
Même en banlieue, c'est ce qui est recommandé. Bactoclave, un flacon, un traitement. Gramocef, un flacon, un traitement. Pipette, dose poids, vous ne vous cassez pas la tête. Le 50 jusqu'à 10 kg, le 100 à partir de 8 kg. Et vous êtes tranquille. C'est-à-dire, ça, ce sont des produits qui sont faits non seulement pour vous faciliter la tâche en tant que prescripteur, mais aussi pour faciliter l'adhérence au traitement par le patient. Et les deux ont des goûts fruités très bien tolérés par les parents. C'est bon? Voilà, merci beaucoup. 33 mg par kilogramme, réparti en 3 prises. Mais pour la cefixime aussi, c'est 8 mg par kilogramme. Donc ça aussi, vous pouvez le répartir, ça, mais c'est par jour. Oui. Maintenant, avec les laboratoires Microlabs, ce n'est plus la peine de calculer. On a notre pipette doseur. Maintenant, vous tirez directement le poids de l'enfant avec cette pipette-là et vous avez votre dose. Vous avez compris? C'est bon? Ok, merci. Je remercier les associations qui sont là présentes. Il y a Mbao Assistance Médicale, Anne Belair Santé, quoi? Rufix Assistance Médicale, il y a aussi GPS, Pikine Assistance Médicale. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Bon, nous vous rappelons aussi qu'il y a Dr Djibisow, c'est un membre fondateur de Timcam. Il y a Dr Sadio Ousmane Djedjou, aussi un membre fondateur de Timcam. Il y a aussi Hassan Diouf, ancien président et membre fondateur de Timcam. Donc vraiment, nous vous remercions. Sans plus tarder, nous allons passer aux remises de quelques cadeaux. Le professeur Mamdiara avait une urgence à gérer. Donc, le cadeau qu'on lui préservait va être pris par le président, notre président. Donc, voilà, qui va être donné par le président Hassan Diouf. À la base, ils ne sont pas dans le bureau, mais ils sont toujours présents dans le bureau et ils n'hésitent pas à aider. Ils font partie des anciens membres, donc on va les donner des attestations. Il s'agit de Malédien et l'attestation va être remise par le docteur Djibisow. Bonsoir à tous. Donc, encore une fois, félicitations à Timcam. Donc, ce que j'ai ajouté, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que parfois on dit aux jeunes d'essayer de relever la barre. Mais cette équipe-là, ils sont montés au-delà, voilà, comme le disait Dr Karaba Diallo. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui sont très engagés. Je le sais, hein, nous, on a été à la base de Timcam. On a beaucoup fait d'efforts, mais ces jeunes-là ont surpassé les efforts que vous avez faits. Donc, on vous félicite. Chaque année, ils nous réunissent. Aujourd'hui, nous sommes dans des activités pédagogiques et quasiment, c'est entre pédagogie et sociale. Donc, nous faisons que vous féliciter et encourager également à toutes les personnes qui sont ici à les accompagner. Autre chose également à ajouter, les partenaires que vous voyez ici, c'est les gens à respecter davantage. C'est-à-dire quand on se réunit, très souvent, si ces gens-là ne nous apportent pas le soutien, on ne peut pas réussir un événement. Donc quand ils doivent présenter, on doit être là, être concentré. Et quand demain ils auront des opportunités, ils vont nous accompagner. La vie c'est gatsa gatsa. Merci beaucoup. Docteur Djibisow, donc l'autre personne que Timcam aimerait décorer, c'est M. Boubacar Djemé. Toutes les associations d'ailleurs, M. Cheikh Djedjou. Bonsoir Auguste Assemblée. Je ne vais pas tirer en longueur, mais juste appuyer les propos de notre aîné Djibisow. Il faut vraiment féliciter et encourager le laboratoire Microlabs parce que même pas avec Timcam seulement, PAM est ici présent, les autres associations ici présentes aussi, savent qu'ils sont toujours là pour les accompagner. Et sincèrement, en tant qu'étudiant lambda, je vais dire, je me reconnais parmi toutes les associations grâce à des laboratoires comme eux par exemple. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on va donner la parole à notre président pour dire le mot de la fin avant d'entamer les trucs de serrure. Toute l'Assemblée présente ici aujourd'hui et vous exhorter quand même à continuer dans cette lancée-là. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'agents de santé, nous sommes tous réunis pour apprendre sur des pathologies qui guettent notre population de plus en plus. Et je pense qu'au décours de cette discussion scientifique, on va avoir une meilleure attitude par rapport aux infections génitales
et les bénéficiaires, ce sera la population. Donc, je pense que c'était une bonne chose d'organiser une assemblée éducative comme ça. Donc, je tiens particulièrement à remercier les anciens membres de Timcam qui sont passés ici devant vous, à savoir le président Hassan Diouf, qui nous a toujours appuyés, Dr Dibiso, que vous avez vu aussi, qui est toujours là pour nous montrer son soutien, Dr Sadio Ousmane Djedjou, plus connu sous le nom de SOD. Il fait partie des pionniers de Timcam et c'est quelqu'un franchement de très social. Je tenais à le remercier aussi particulièrement, ainsi qu'à vous tous qui êtes présents pour répondre oui à notre appel. J'espère que très bientôt nous aurons l'occasion de se retrouver pour d'autres études. Je ne saurais terminer sans remercier le laboratoire Microlabs. Franchement, nous vous remercions du fond du cœur et j'espère que votre message est passé par rapport aux produits que vous nous avez présentés. Inch'Allah, nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez vous aussi vous identifier par rapport à Timcam. Donc, merci beaucoup, merci infiniment à tous. Bien des choses. Donc, Timcam tenait à remercier aussi les associations ici présentes, à savoir Mbao Assistance Médicale, avec le représentant, le docteur Amadou Gaye et Maïmouna John, Pékin Assistance Médicale, avec le représentant Moustapha Nia, le président Moustapha Nia, GPS, Guédiouaï, Période de Santé, avec le représentant ici Moustapha Ndiaye, et Anne Belair, assistance médicale, avec leur président Mohamed Diop, sans oublier Rufisque Assistance Médicale. Merci beaucoup.